J'ai trouvé ça sur le pas de ma porte. On doit avertir nos collègues et se rendre au quartier général. Oh mon Dieu! OK. OK, vous pouvez appeler maintenant. Oui. Oui, allô? Oui, allô? On a reçu une lettre au nom de notre agence. C'est sûrement pour résoudre un mystère. On a besoin de toi maintenant. Arrive tout de suite. Oh mon Dieu, pas sérieux. Oh mon Dieu. OK, alors on se rejoint. Rendez-vous quartier général. Parfait. OK, bye. Mes lunettes. Et voilà. Oui, allô? Oh mon Dieu. D'accord, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Nous avons reçu une lettre pour l'agence. C'est sûrement un mystère à résoudre. Est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Je me demande bien de quoi il s'agit. Je suis un petit peu stressée, je dois vous avouer. Ah, moi aussi. Cher détective, si vous trouvez cette lettre, c'est parce que je n'ai pas réussi à résoudre le mystère du stage hors Québec. Stage hors C'est quoi le stage hors Québec? Depuis maintenant quelques années, nous avons constaté que plusieurs étudiants en éducation préscolaire et en enseignement primaire disparaissent venant le mois de mars. La direction nous a dit qu'ils faisaient un stage hors Québec, mais nous avons beau chercher, nous n'avons trouvé aucune information sur ce soi-disant stage. Nous pensons que quelqu'un essaie de couvrir les disparitions de plusieurs étudiants. Avec cette lettre, vous trouverez aussi un morceau de carte. Vous y verrez une partie de chemin ainsi qu'une énigme au verso. Nous pensons que cette carte est celle du kidnappeur et qu'elle y renferme des informations sur l'endroit où il a caché les étudiants disparus. Si vous réussissez à découvrir ce qu'est le stage hors Québec et à trouver les autres parties de la carte, nous pourrons peut-être enfin les retrouver. Bonne chance. Et c'est anonyme. Oh mon Dieu. Toute une énigme pour nous. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le stage hors Québec? J'ai franchement aucune idée. On peut commencer par trouver le premier morceau. Donc, ça disait qu'avec la lettre, on trouverait une partie de carte. Alors, collé au verso, on a la partie de carte. Mais avant, vous pensez que c'est quoi le stage hors Québec, les filles? Moi, je sais pas. Ça me sonne une cloche. Je crois bien que dans nos dossiers, nous avons quelque chose à ce propos. OK, vas-y. Un jour, Jean-Paul m'avait donné ce dossier. Stage hors Québec, top secret. Oh mon Dieu. Wow. On peut certainement trouver l'information à l'intérieur. OK. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit: le stage hors Québec est un stage offert par l'UQAM. Il se passe à l'étranger, dans le pays au choix de l'élève, de l'étudiant. Et c'est dans quel domaine? L'enseignement primaire. Ah oui, la lettre nous le disait. Parfait. Est-ce que vous pensez que c'est offert à tous les étudiants? J'avais entendu parler que c'était seulement pour les élèves les plus intelligents. Oh mon Dieu. Je pense qu'ils recrutent les plus intelligents pour faire quelque chose dans un autre pays. OK. Et vous pensez que les étudiants peuvent aller dans quel pays? On ne pourra pas se mettre à chercher partout sur la planète, là? Moi, j'ai entendu dire que c'est sur tous les continents. Ici, je vois que l'école doit absolument parler le français, évidemment, parce qu'au Québec, on parle français. Et sinon, c'est la seule condition. Mais là, des écoles françaises, il y en a un peu partout dans le monde, ça fait vraiment long. Logiquement, je crois que l'étudiant doit choisir une école qui va en fonction de ses valeurs pédagogiques. Un modèle pédagogique qui l'intéresse. Donc, Ouais. OK, donc ça pourrait nous aider pour la suite. OK. Alors, on disait qu'il y avait combien d'étudiants? On ne dit pas il y en a combien, Non. on dit juste plusieurs, mais on dit que c'est autour du mois de mars. OK. Il y avait un indice dans la lettre? Ouais, je pense qu'on a Ok. beaucoup d'indices sur ce qu'est le stage hors Québec. On pourrait lire les lignes. Parfait. Mais sur la carte, il doit sûrement y avoir les endroits que les étudiants sont partis. Ah. On prend un chemin ici. Si on trouve les autres parties de la carte, on devrait trouver tous les chemins. OK. Bonne idée. Parfait. Si on résout l'énigme, on devrait trouver une autre partie de la carte. Probablement. Je vais lire ça. Regardons ça. OK, alors on va résoudre l'énigme pour trouver une autre partie de la carte.
Ce que vous recherchez n'est pas aussi loin que vous le pensez. Chaque jour, vous vous y rendez, sans voir tous les indices laissés à votre portée. La réponse que vous désirez se trouve dans un lieu intime où, si vous êtes découvert, vous serez submergé par un sentiment de vulnérabilité. Attention aux trolls et aux basiliques lorsque vous y entrerez. Étrange. Qu'est-ce que c'est? On y va tous les jours. On va à la maison tous les jours. On va à l'école tous les jours. Oui, mais ça dit que c'est un lieu intime. La chambre à coucher. Moi, je pense aussi peut-être quelque chose de vulnérable. Je me sens pas vraiment vulnérable dans ma chambre à Que coucher. si on y est découvert, on sera vulnérable. Et ça dit attention aux trolls et aux basiliques. Est-ce que vous vous souvenez dans Harry Potter? Ah oui! Ah oui! C'est la salle de bain! Et voilà! Allons-y! T'avais pas barré la porte? Mon Dieu, je suis submergée par le sentiment de vulnérabilité. On va attendre que Félix. L'indice est supposé se trouver ici. Super. Faut chercher maintenant, faut chercher. Un indice. Où est-ce que ça pourrait être? Là-dedans? On peut pas l'ouvrir. Il y a quelque chose là-dedans. Ah! Je vois une autre chose! Une lettre! Une lunette de soleil. Ça dit, ma première syllabe peut être une onomatopée. Onomatopée. C'est un son. Boum. Un son. Ah, yi! Ouh. OK. Ma deuxième est le verbe lire, conjugué au présent et à la troisième personne du singulier. Li. Ma troisième est un adverbe représentant une interrogation sur le temps. Ma dernière est un pronom. Mon tout est une ville située dans le pays où l'émission Casa de Papel a été tournée. Un onomatopée, lit, quand... Alicante! Alicante, il fait chaud! Oui, c'est en Espagne! Casa de Papel, c'est en Espagne! Ok, on a Et un là- endroit. Il faut trouver l'autre partie de la carte. Ouais. Ah oui, effectivement. Oh! Oh, en plus, il y a l'endroit avec l'Espagne, C'est bien Alicante. Montréal, exactement. Donc, on a déjà un endroit de trouver. On voit que ça fait 2 chemins. Il y a un autre chemin. On a 2 indices. La carte et l'autre carte. On a l'énigme et on a les lunettes de soleil. On a trouvé que c'était à Alicante. Déjà une Ici. destination. Mhm. Et comment Bien. on peut trouver la prochaine indice? Mais derrière, il y avait l'énigme. Peut-être qu'il y a encore une énigme. Ah, ok. Oh, il y a une énigme. Est-ce que tu veux la lire? Oui, Fabuleux. parfait. Alors, écoutez bien. Lorsque vous êtes à cet endroit, vous êtes accueillis de bonne foi. On ne vous ouvre pas les bras, mais vos échanges sont courtois. Pour trouver votre réponse, vous devriez peut-être retourner sur vos pas. Pour trouver la différence, il est toujours utile de voir les éléments une seconde fois. Je suis un peu perplexe. Eh bien, moi, pour me rendre ici, j'ai passé par la porte d'entrée, j'ai salué Ciboulette. C'est vrai, alors même chose pour moi. Ouais, et les éléments les différences et tout. Mais tu travailles ici, tu devrais remarquer s'il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai vu quelque chose. Il y avait quelqu'un de louche l'autre jour qui était en train de... Le manigance, c'est quelque chose. Allons voir. Allons-y. On prend l'accueil. On y va. D'accord. Je prends mon pistolet. Oh, prends ton pistolet, allez. Et on prend l'indice. Sortie d'urgence seulement. Je pense que c'est une urgence, en effet. Ah oui, je suis d'accord. Bonjour, Ciboulette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu porter un colis aujourd'hui pour l'agence GSDM? Oui, il y a un monsieur anonyme et vraiment étrange qui est passé qui a laissé ça. Merci, tu es bien courtoise. Super, on est trop bonne. Un éléphant? Qu'est-ce que c'est? Un drapeau? Oh! Des indices! 10, ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, On va regarder après. On va regarder l'indice après.
Qu'est-ce que c'est? C'est une énigme, comme tantôt. Alors, je la lis, écoutez bien. Ma première syllabe correspond à quelque chose que nous mettons dans nos pieds lorsque nous avons froid. Des chaussettes? C'est Ouais, trop des long. souliers. Des bottes? Peut-être. On va voir avec la deuxième. Ma deuxième est un objet sur lequel nous nous plaçons à l'horizontale la nuit. Un lit? Un lit. Mhm. Et quand on a froid, on met Des bas? des bas. C'est quoi ça? En plus, il y a écrit sur la carte ici, on le voit, c'est une île en Indonésie. Parfait. Et ça doit être Le drapeau de Bali. indonésien. Ah, de l'Indonésie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Il y a encore une énigme pour la prochaine indice. Parfait. Alors, je pense Ok, que vous attends, allez je aller. Tout de suite ou on va au bureau général? On va aller au quartier général. D'accord. Merci Ciboulette, tu as été une aide formidable. Ça me fait plaisir! Au revoir. Vas-y. Prochaine carte. Alors, la réponse que vous cherchez est peut-être juste sous votre nez. La réponse que vous cherchez n'était peut-être pas réellement cachée. Il est si facile d'oublier de vraiment regarder lorsque les éléments qui nous entourent sont tellement familiers. Nous ne prenons pas le temps d'observer tous les coins et le mobilier. Il y est pourtant souvent caché des indices tant désirés. Réfléchissez et regardez, vous trouverez sans le moindre doute ce que vous cherchez. L'indice est certainement dans cette pièce. Mais là, je comprends pas. Je vois Regardez rien. le mobilier. Mais, ouais, vous voyez, il y a une porte là-bas. Peut-être qu'elle est dans notre pièce. Au revoir. C'est pas dans les toilettes, on a regardé tout à l'heure. Peut-être dans le bureau là-bas? Peut-être dans le bureau. Ok, on va passer ça. Ça disait de regarder dans le mobilier. Non, il n'y a rien. Il nous reste que les chaises là-bas. Peut-être que c'est là? Une carte! Avec des destinations. Et ici, Mais pas d'énigmes. des pâtes. Et peut-être une énigme. Ça donne faim, tout ça. Oui, c'est leur Ma première syllabe représente une masse de choses ou de personnes qui se déplacent ensemble. OK. Ma deuxième est un mode de division des terres rurales en Nouvelle-France, issu du régime français. Des rangs! Super. Ma troisième est un déterminant démonstratif masculin singulier. Ce. Oui. Ce, ok. Mon tout, Rance. Mon tout est une ville située dans un pays réputé pour ses pâtes C'est pâtes. et ses pizzas. Donc ça devrait être en Italie. Italie, bien sûr. Rance. Florence! Super les filles, on fait un super travail. Ah ouais. Ah ouais. Marie-Chloé, ouais. Retournons dans la salle. Pour les filles, je pense qu'on a tous les morceaux de la carte. Mettons-les ensemble. Oh mon dieu! Ah regarde! Il y a la destination. On pourrait les coller. Ok, on regarde. Alicante. Bali, Florence. On a tout trouvé. Florence. Alicante. Et Bali. Il y a 3 destinations. Nous partons de Montréal. Geneviève, nous allons trouver la personne à Bali. Et vous? Moi, je m'occupe de Florence. Et moi, je vais m'occuper de ce qui reste. Alicante. Ok. Parfait. Donc maintenant, il faut aller faire nos recherches, chacune sur nos pays, pour pouvoir aller retrouver les stagiaires. Ok, parfait. On y va. Prenez vos choses, les filles. Dans le fond, on s'envoie ça en vidéo. Bonne idée, comme ça, bonne Ouais, fête, ouais, rejoindre. Ok, alors, on On s'en se donne des Skype. nouvelles. On se donne on se donne des nouvelles. combien de temps environ? Une semaine? Ouais, une semaine, on cherche nos informations et on s'envoie les informations. Dans une semaine, on s'envoie nos vidéos. Reportage. Parfait. D'accord. Bonne chance, les filles. Bonne chance. Je laisse toutes mes choses là. C'est correct. C'est notre quartier général. Salut les filles, finalement j'ai réussi à trouver des informations sur Alicante et j'ai enfin trouvé la stagiaire qui était à Alicante.
Donc, ça va me faire plaisir de vous donner toutes les informations aujourd'hui que j'ai trouvées sur Alicante. Justement, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé que moi aussi, j'allais faire un stage là-bas. Donc, ce qui me motive à mon tour à faire ce stage-là à Alicante, à l'école Pierre Deschamps, c'est vraiment que la pédagogie là-bas est plutôt magistrale et ce que je veux faire, dans le fond, c'est apporter mes idées à moi, donc faire travailler les élèves probablement en atelier, faire des projets, puisque je sais que mon enseignante associée et les autres enseignantes associées de l'école sont ouvertes aux nouvelles pédagogies. Donc, moi, quelque chose qui me motive, ça va être d'arriver là avec des nouvelles idées, puis travailler en collaboration avec ces enseignantes-là. Aussi, au niveau de la gestion de classe, je sais qu'à cause de la culture espagnole, ça fait que la gestion de classe peut être considérée un peu plus facile. Donc, j'ai bien hâte de voir aussi si je vais pouvoir perfectionner un peu plus mon enseignement, puisque je sais que dans les classes ici où j'ai fait mes stages à date, c'était beaucoup de gestion de classe et un peu moins d'enseignement. Donc, j'ai hâte de voir si la gestion de classe est plus facile, si je vais avoir plus de temps pour améliorer, vraiment perfectionner mon enseignement à moi, mes façons de faire, mes façons d'expliciter un sujet, ou etc. Donc, c'est vraiment ça qui me motive pour ce stage-là. Donc, maintenant, je vais parler vraiment plus d'Alicante et de l'Espagne en général, maintenant que je vous ai dit mes motivations. Alicante, c'est une petite ville bordée par la Méditerranée, donc dans le sud de l'Espagne. Elle fait partie de la communauté de Valence, donc c'est une communauté valencienne. En Espagne, il faut savoir qu'il y a 17 communautés autonomes. La population d'Alicante est d'environ 330 000 personnes, donc c'est pas une si grosse ville que ça non plus. Puis c'est une ville qui fonctionne l'économie essentiellement de tourisme et de services. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont à Alicante pour aller visiter, par exemple, le port, il y a des châteaux, puis malgré le fait que c'est une petite ville, c'est une des villes de l'Espagne qui a connu la plus grande croissance de tourisme. L'économie d'Alicante est vraiment fondée sur les services, donc à cause du tourisme, évidemment, la ville doit avoir plus de services pour sa population et les touristes qui viennent la visiter. Donc c'est vraiment ça qui fait fonctionner l'économie d'Alicante, mais elle exporte aussi du vin, de l'huile d'olive, des fruits. Puis ça possède aussi des industries légères comme l'agroalimentaire, le cuir, les textiles et la poterie. Donc c'est ça vraiment plus l'économie Alicante. Puis la ville possède aussi un port, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc c'est un attrait touristique, mais aussi quelque chose qui permet que les bateaux viennent évidemment à Alicante. Puis il y a aussi sa propre aéroport, donc voilà. Donc si je vous parle de pourquoi aller visiter Alicante, il y a beaucoup de belles choses à aller voir. Donc il y a le château Santa Barbara, donc c'est perché sur un rocher. Puis on l'appelle aussi la tête de mort. Mort, pas M-O-R-T, mais M-A-U-R-E, à cause de sa silhouette qui est près de la mer. Il y a aussi plusieurs bâtiments religieux qui sont assez populaires et visités par les touristes, notamment la concathédrale de Saint-Nicolas, l'église de Sainte-Marie, l'église du monastère de la Sainte-Face. Donc ça, c'est 3 qui sont assez populaires. Si jamais vous allez à Alicante, vous devriez aller voir ça. Donc évidemment, moi, c'est sûr que je vais aller le voir. Il y a une fête qui est vraiment populaire à Alicante. Elle se déroule du 20 au 24 juin. Donc peut-être que je vais encore y être à ce moment-là. Mais dans le fond, c'est une fête qu'on appelle ça les feux de la Saint-Jean. Puis dans le fond, à ce moment-là, ils font une crémation de statues personnages, dans le fond. Puis il y a une reine qui, dans le fond, est là pour célébrer la fête, puis elle s'appelle Belle du Feu. Donc ça, c'est vraiment une fête très, très, très populaire à Alicante. Je vais pas vous nommer tous les lieux touristiques à Alicante. Par contre, il y en a un en particulièrement que j'ai très hâte d'aller voir. Ça s'appelle l'Esplanade d'Espagne. C'est le lieu à aller quand il y a un touriste. Et même les habitants de la ville, c'est leur lieu préféré à aller voir. Il y a comme un plan, c'est à l'extérieur, mais il y a comme un sol recouvert de plein de mosaïques. C'est super beau. Puis il y a plein de bars, il y a des glaceries, il y a des restaurants, il y a plein de choses à aller voir. Donc, puis il y a comme un jardin, puis une place où se promener. Donc, c'est décrit comme une des plus belles promenades de l'Espagne. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose à voir si vous allez à Alicante. Donc, ça, c'était pour Alicante, mais je vais vous parler un petit peu de l'Espagne en général.
parce que, évidemment, Alicante est une ville d'Espagne, donc sa culture découle de son pays. Donc, l'Espagne, c'est un pays de l'Europe du Sud, à côté du Portugal et à côté de la France. Ils parlent l'espagnol. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Madrid, c'est environ à 3 heures de Alicante. Donc, dû à son emplacement du territoire, l'Espagne a vécu de nombreuses influences externes de la préhistoire jusqu'à maintenant, aujourd'hui, et aussi ont influencé beaucoup de pays aussi. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a environ 400 millions d'hispanophones sur la Terre. Donc, c'est quand même énorme. Puis en Espagne, en ce moment, il y aurait 49 millions d'habitants. La ville la plus peuplée, c'est Madrid, donc la capitale de l'Espagne, mais suivie de Barcelone, de Valence, de Séville et de Malaga. Donc, c'est les 5 villes les plus populaires. L'Espagne, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'unité de pouvoir est symbolisée par une seule personne, donc le chef de l'État. Par contre, cette personne-là ne détient pas tous les pouvoirs, constitution qui limite les pouvoirs du chef. Il y a un roi, c'est Philippe VI. Donc, avant 1978, quand l'Espagne est devenue une monarchie constitutionnelle, les années, vraiment, les siècles qui ont précédé, l'Espagne, c'était vraiment un grand empire colonial. Donc, on sait qu'ils ont colonisé plusieurs pays. Donc, on sait que dans l'histoire, comme l'Espagne a été vraiment un joueur important. Donc, tu sais, il y a eu la guerre civile en 1936, qui a commencé en 1936. Après ça, il y a eu une longue période de dictature, de franquisme, de conservatrice, etc. Pour qu'en 1978, finalement, ça devienne la monarchie constitutionnelle comme on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est encore régi sous les mêmes règles que 1978. Ensuite, une information que j'ai trouvée très intéressante à propos de l'Espagne par rapport aux réalités économiques, c'est que ça fait 5 ans de suite que l'Espagne est déclarée le 2e pays le plus visité au monde. Donc, avec cette information-là, on peut comprendre que le tourisme est une partie importante de l'économie en Espagne. Mais il n'y a pas juste le tourisme, il y a aussi l'industrie minière, plusieurs industries métallurgiques, il y a l'agriculture. Donc, c'est vraiment ça qui fait le PIB en Espagne. En Espagne, 70% des Espagnols se déclarent comme étant catholiques et 25% comme étant sans religion. Donc, on peut voir que le catholicisme fait une part importante de l'Espagne. Puis la langue officielle en Espagne, c'est le castillan. Mais c'est pas la seule langue qui est utilisée en Espagne, évidemment, là, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a 17 communautés autonomes. Puis plusieurs des communautés autonomes ont leur propre langage. Donc, par exemple, dans la communauté valencienne, où se situe Alicante, la langue, c'est le valencien. Donc, ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Sauf qu'il y a comme des petites tournures de phrases qui sont différentes, puis les mots aussi sont un peu différents, mais ça se ressemble à l'espagnol. Ensuite, si je peux parler du sport en Espagne, mais le sport qui domine en Espagne, c'est le football européen, donc pas le football américain, donc c'est comme du soccer. Donc voilà les filles, c'est toutes les informations que j'ai trouvées sur l'Espagne et Alicante. Donc maintenant que je sais que c'est une destination que je vais aller et faire un stage moi-même à mon tour, je vais vous parler rapidement des difficultés que j'anticipe pour réaliser mon stage. Dans le fond, je dirais peut-être que la plus grande difficulté, ça serait la barrière du langage, donc aller à l'épicerie, dans un commerce quelconque ou sur un lieu public ou dans un restaurant. Ça peut être un peu une difficulté parce que, évidemment, c'est pas ma langue, donc je peux éprouver certaines difficultés à comprendre ou à me sentir un peu plus étrangère, surtout que on m'a déjà dit que les Espagnols pouvaient parler très vite et c'est ça. Donc, j'espère bien réussir à les comprendre, malgré que ça peut me prendre du temps à apprendre la langue, mais une fois que je vais l'apprendre, je sais que je vais être correcte. Puis, une autre difficulté que j'anticipe, c'est peut-être au niveau de la pédagogie. Donc, comme c'est une pédagogie plutôt magistrale, et peut-être que les enseignantes sont plus autoritaires, je ne sais pas, je me base sur rien pour dire ça, mais je me dis, si mon enseignante est autoritaire avec les élèves et qu'elle fait l'enseignement juste magistral,
ça se peut que j'aie une petite difficulté avec ça parce que j'aime beaucoup des activités ludiques et j'aime beaucoup faire des projets, faire des ateliers, bouger. Donc pour moi, ça peut être un petit peu long et plate si c'est juste du magistral. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce qui me motive, c'est d'emmener mes idées à mon enseignante, puis peut-être qu'elle sera ouverte peut-être qu'elle sera ouverte à l'idée de aller stimuler les élèves un petit peu. Puis voilà, donc ça c'est ma deuxième crainte. J'ai bien hâte de voir vos informations à vous, mes 3 chers collègues, sur Bali et Florence. J'espère que ça vous a intéressé, vous aussi, que ça vous a motivé à faire un stage là-bas, comme les stagiaires qu'on a perdus et que finalement on a trouvé. Puis je les comprends pourquoi ils sont dans ces pays-là, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, merci les filles, on se parle bientôt! Salut les filles! On a trouvé nos informations sur Bali. Donc, Geneviève, Oui. quelles sont tes motivations pédagogiques à toi que tu as trouvées pour le pays? J'ai trouvé que l'école où il y a à Bali, il y a seulement une école, ils ont une pédagogie super active et motivante qui est axée sur la réussite pour tous. Donc, tous les élèves devraient réussir, peu importe leurs difficultés. Donc, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Et ça semble être une école très ouverte. Donc, j'ai vraiment l'impression que mes idées y seraient les bienvenues. Oui, effectivement. Et J'ai puis, trouvé, toi, j'ai trouvé qu'ils parlaient de l'ouverture sur le monde et qu'ils font beaucoup de place à l'apprentissage des langues. Moi, je trouve que c'est vraiment une barrière importante, là, quand même. Aussi, Parce qu'ils merci. parlent indonésien, anglais, français, c'est beaucoup de langues, mais ils apprennent tous à l'école avec un enseignant différent. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Et J'ai aussi trouvé que les enseignants là-bas enseignent aussi l'éducation physique. oui, et les arts! Ça a l'air vraiment palpitant. J'ai vraiment hâte de faire ça. Ça va être vraiment un beau défi parce qu'ici, oui, on enseigne un peu l'art plastique, mais on enseigne rarement l'éducation physique. Et en plus, là-bas, il y a des cours de piscine. Nous, on n'a pas ça ici. Et même de l'art dramatique, je pense. Oui, ça a l'air super intéressant. J'ai vraiment hâte de faire des projets d'art dramatique. Ma sœur préférée. OK. Maintenant, as-tu trouvé des informations par rapport à la réalité géographique et les attraits touristiques? Effectivement, j'ai trouvé plein de choses. En fait, à Bali, la nature, c'est omniprésent dans cette région-là. On va y trouver des montagnes, des rizières, des coins d'eau aphrodisiaques, des récifs coralliens. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est riche et diversifié. Il y a des animaux comme des singes, il y a des tortues, il y a des éléphants. C'est pour ça qu'il y avait l'éléphant. C'est logique. Effectivement, il y a même des dauphins. La température là-bas, elle est vraiment chaude. C'est entre 25 et 34 degrés. T'as besoin de ça là-bas. Non, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Oui, il y a la saison des pluies, mais c'est pas constant. Aussi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments culturels. Il y a plusieurs fêtes qu'on va pouvoir assister. Il y a des sanctuaires. Il y a un sanctuaire de la forêt tropicale où il y a les singes et tout. Il y a aussi des régions très spirituelles parce qu'ils pratiquent l'hindouisme. C'est la seule île en Indonésie qui pratique l'hindouisme. Toutes les autres sont musulmans. Et J'ai vu ça. ils pratiquent le yoga et la méditation. Pendant qu'on va être là-bas, il y a la fête Saraswati, en fait. C'est un jour de célébration pour la déesse des connaissances, de la sagesse et des arts. C'est une fête qui compte vraiment beaucoup pour les Balinais et surtout pour les étudiants. Et elle tombe toujours un samedi. Donc peut-être qu'on va pouvoir retrouver l'étudiante pendant cette fête. Effectivement. On n'a pas le droit de lire ni d'écrire pendant cette journée. Et à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui nous lit les prières. C'est vraiment intéressant. Pour finir, il y a une autre fête aussi vraiment intéressante qui c'est le Nouvel An balinais. Et là-bas, dans le fond, c'est un jour de jeûne, de silence et de méditation pour ne pas que les démons viennent te hanter. Donc c'est purifié. Exactement. Super. Oui, il y a vraiment beaucoup de fêtes. Aussi, il y a Pâques là-bas. Et ça va être vraiment intéressant de pouvoir comparer Pâques fêtée là-bas et Pâques ici. Je me demande s'il y a du chocolat. J'espère en fait. J'espère aussi. Et voilà, il y a une dizaine de fêtes qui vont avoir lieu là-bas, mais j'ai pas pu faire de recherche sur toutes les fêtes parce qu'il y en a comme une quinzaine. Tes recherches sont très complètes. Ouais. J'ai déjà une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler en arrivant là-bas. As-tu trouvé des informations, toi, sur la politique, l'économie, l'histoire? Oui,
évidemment. J'ai trouvé beaucoup d'informations. En fait, les filles, vous allez être bien contentes. En fait, il y a une population de 250 millions d'habitants, ce qui est quand même énorme. Et 50% de cette population sont des jeunes plus jeunes de 30 ans. Ah! Donc, c'est vraiment une population très jeune qui amène une forte consommation et crée un développement urbain important. Donc, l'île est en train de grandir et de fleurir. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir voir beaucoup d'urbanisation. Ensuite, j'ai trouvé que la majorité de la population est pauvre et une petite portion des habitants est riche. Donc, il y a quand même une grosse séparation entre ces deux classes. Donc, on va pouvoir voir la différence. Et c'est visible au travers des revenus, des biens, des emplois et évidemment des maisons dans lesquelles ils habitent. Mais la plupart des Indonésiens vont réussir à vivre avec 2 $ par jour. Donc, j'espère qu'on sera capable de faire la même chose. J'espère aussi. Peut-être pas. Ensuite, l'Indonésie est influencée par plusieurs pays autour. Donc, par exemple, la Malaisie, la Chine, l'Inde. Donc, elle a une culture et une histoire très, très riche. Plusieurs ethnies, plusieurs monuments, plusieurs religions y sont mélangées. Donc, par exemple, l'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Yeah. C'est très, très diversifié. Par contre, à Bali, la religion la plus pratiquée, c'est l'hindouisme. Oui, Donc, comme tu dis. voilà. Effectivement. Et ce qui m'a choqué un petit peu, c'est qu'en Indonésie, tu dois obligatoirement être rattaché à une religion. Et cette religion-là doit être écrite sur ta carte de citoyenneté. Alors, j'étais un peu surprise par cela. Alors, peut-être qu'on ne devrait pas dire qu'on est athée en arrivant là-bas. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, ben, comme j'ai dit, il y a plusieurs temples, plusieurs mosquées. La religion est très, très pratiquée. Et comme tu as dit, il y a plusieurs fêtes religieuses qui vont être fêtées pendant qu'on va être là-bas. Le coût de la vie en Indonésie est très, très bas, puisque la population est assez pauvre. Ça ne coûtera pas très cher. En effet, une bouteille d'eau coûte 40 sous. Et Très une utile. passe, une Vu passe... que l'eau est pas potable. Pas potable à Bali. Et une passe mensuelle pour l'autobus est 14,10 $. Donc, comparé à 52 $ ici, 110 pour moi. ça fait du bien. Ensuite, on pourra louer un scooter parce que c'est le moyen de transport le plus utilisé qui coûtera environ 60 $ par mois, ce qui est assez pratique aussi. Et un appartement pourrait nous coûter jusqu'à 435 $ par mois. Donc, je crois qu'on sera assez bien là-bas. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses que ça va être des difficultés là-bas? Qu'est-ce que tu anticipes? Bien évidemment, c'est assez loin d'ici, donc le décalage horaire, ça va être un peu difficile de s'y adapter au début. Mais on va commencer nos recherches une semaine après qu'on arrive, on s'était dit. On va arriver le 4 mars, puis ensuite on va commencer nos recherches le 12. Donc, je veux dire, on a un peu le temps pour s'adapter au décalage horaire. Puis, un autre obstacle qui va être difficile à surmonter, c'est qu'à Bali, il y a beaucoup de corruption avec les touristes. Et évidemment, on n'a pas l'air balinais. Donc là-bas, on risque de se faire interpeller quelquefois et on risque de se faire avoir. Donc, il va falloir être bien intelligente et vigilante. Et c'est sûr que la langue, ça va être un petit obstacle, mais je pense que je vais m'adapter assez bien. Moi, habituellement, j'ai de la facilité à apprendre les langues. Donc, moi, je pense que ça va être un gros obstacle parce que les langues, c'est difficile, surtout que c'est pas une langue vraiment connue. Hein. Non. Mais il y en a pas beaucoup qui parlent français. Mais par exemple, il y en a qui parlent anglais. Bon, je me débrouille. Le décalage horaire aussi, pour moi, ça va être vraiment difficile. Mais c'est surtout aussi le matériel pédagogique parce que là-bas, ils utilisent Pico pour le français. Je n'ai pas encore regardé, mais c'est vraiment un livre décrit avec chaque étape quoi faire avec les élèves. Aussi, il y a la méthode MHM en maths. C'est une méthode spiralaire. Je n'ai pas regardé les vidéos, ça dure 1h30. Je vais regarder ça dès que possible. Ou dans l'avion. Oui, mais je pense que je vais regarder avant pour poser des questions à l'enseignante, vu que c'est vraiment pas une méthode qu'ils ont fait ici, mais c'est vraiment compliqué. Mais elle a dit que dès que tu te mets là-dedans, ça va être vraiment facile de comprendre. J'espère. Donc, comme les méthodes sont étrangères, je vais devoir me les approprier. Puis, je ne suis pas une experte en la matière. Je vais essayer de vraiment poser des questions à l'enseignante, puis de déterminer c'est quoi les méthodes de travail là-bas qu'ils utilisent vraiment. Il y a un horaire fixe là-bas, avec le français, les langues et tout. Donc, je vais essayer de trouver ma place là-bas et de vraiment faire
des projets intéressants qui peut rejoindre les enfants. Mm. Que ce soit pas trop différent de ce qu'ils voient habituellement. Je devrais faire ces recherches aussi, parce que c'est Oui. sûr que ce sera différent ici. Oui. Puis ça va être vraiment difficile de se retrouver au début, surtout. Mhm. Parce que c'est vraiment pas la même. Ici, c'est en CE1, CE2, là-bas, pas nous, ici, c'est au primaire. Une chance Ça- qu'on sera ensemble pour s'entraider. Donc, ce sera bien qu'on soit ensemble pour se soutenir. Je pourrais t'aider un peu avec la langue et tu pourras m'aider un peu avec la méthode spiralaire. En mathématiques. Mais par exemple, toi, t'es en deuxième année, moi, je suis en quatrième, donc ça sera peut-être pas la même méthode. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du co-teaching, du conseillement en français. Et on va pouvoir s'entraider et faire des projets vraiment comme le tuteur par les pairs. Planification, on va pouvoir se donner des idées. Effectivement. travailler ensemble. Moi, j'ai fait mon premier stage en deuxième année, donc je vais pouvoir vraiment t'aider à faire des activités intéressantes, vraiment qui ciblent ton cycle. Et toi, tu vas pouvoir m'aider vu que tu es en cinquième année. Même si c'est un petit peu plus avancé, on va pouvoir les mettre moins difficiles. Partager nos idées, faire de l'effervescence dans tout ça. Ça va être, Effectivement. ouais. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des activités ensemble parce que ça pourrait vraiment être intéressant de jumeler deux cycles différents, puis de pouvoir se compléter. Puis pas juste pour le côté scolaire, mais aussi pour le côté aventure, le fait d'avoir quelqu'un qui nous épaule et quelqu'un sur qui compter dans un pays aussi différent, je pense que ça va être Oui, quelqu'un qui parle français, Oui. québécois. Oui, pouvoir se confier. effectivement. Je pense pas que ça va être un défi de vivre ensemble. On a déjà vécu ensemble, t'es difficile à vivre, mais je vis. Ah! C'est vrai, c'est une blague. Puis je pense que ça va être bien de pouvoir au moins vivre avec quelqu'un, puis de pouvoir avoir toujours quelqu'un avec toi le soir qui. D'avoir un point de repère du Québec. Effectivement. Alors les filles, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir y répondre. Puis on a hâte d'écouter vos vidéos aussi pour en apprendre plus sur Florence et Alicante. Effectivement. Donc nous allons à Bali et on se reparle à plus tard. Alors bonjour les filles, j'ai fait de nombreuses recherches sur Florence. Alors je voulais vraiment être certaine de retrouver notre stagiaire disparue à Florence. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous dire un petit peu le pays. Donc, ce que j'ai trouvé sur le pays et plus particulièrement sur la ville de Florence. Niveau social, les langues sont assez variées. C'est principalement l'italien que les gens vont parler. Mais ils vont se débrouiller aussi, comme au Québec, dans plusieurs autres langues parce qu'ils manifestent un intérêt. Donc, ils sont bilingues, surtout dans les villes touristiques. Florence va évidemment s'appliquer à ça. Donc, la plupart des personnes vont bien se débrouiller en anglais. Et même l'école dans laquelle travaillait en tant que stagiaire notre disparu, c'est une école qui fait partie de l'AEFE. Donc c'est une école qui appartient au lycée français pour valoriser le français à travers le monde. Donc c'est autant l'anglais, le français et l'italien qui sont appris par les élèves qui vont dans ces écoles-là, ce qui est très intéressant. Alors j'ai même découvert ça quand j'ai fait mes recherches. Alors, c'est vraiment un type d'éducation, d'enseignement que j'apprécie. Ensuite, pour ce qui est réalité historique, donc c'est sûr que l'Italie en tant que telle a une grande histoire, a connu une grande histoire avec l'Empire romain et tout ce qui est arrivé aussi dans l'histoire. Donc, c'est un petit peu ce qui explique les prospérités de ce pays, la richesse. Donc, c'est même pourquoi Florence, donc c'est vraiment les villes au nord de l'Italie, vont encore aujourd'hui être plus riches. Donc, le sud de l'Italie, malheureusement, est moins riche et peut-être moins prospère en tant que tel. Évidemment, si une ville est plus prospère, c'est parce qu'il y a les marchés. Je l'ai-tu dit? Les marchés? Can you cut this, please? Merci. Alors, je vais continuer avec les réalités culturelles. Donc, comme il y a une grande histoire dans le pays, la ville aussi va avoir beaucoup d'architecture ancienne qui va ajouter un grand cachet à la ville. Il y a des festivals, beaucoup de musées, d'églises à visiter, donc c'est super important, super intéressant aussi à voir. Pour ce qui est des réalités géographiques, l'Italie est quand même très bien située pour les ports de bateaux puisqu'elle est entourée d'eau. Donc là, je l'ai dit tantôt, Florence est située au nord, mais c'est quand même très facile de voyager, dans le fond, se promener dans cette ville parce qu'il y a beaucoup de moyens de transport. Donc le train, le métro, le vélo, on peut y aller à pied et il y a beaucoup d'aéroports qui permettent d'y aller à proximité dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Donc c'est plus rapide. Aussi, à Florence, ce qui est vraiment très beau, c'est le fleuve qui va traverser carrément la ville. Le fleuve s'appelle le fleuve Arno
et c'est vraiment quelque chose qui ajoute un charme à la ville. Donc, notre disparu a vu tout ça, ça devrait être très beau. Ensuite, donc c'est vraiment rapport avec le côté culturel, mais les attraits sont beaucoup historiques, culturels. Donc, ça ajoute une richesse à la ville. C'est donc pourquoi elle est assez vue par les touristes et c'est rare qu'on va en Italie sans aller à Florence, malgré le fait que la ville n'est pas si grande, mais qu'elle est quand même petite. Donc, il y a un cachet. Ensuite, je me suis intéressée à la pédagogie vraiment de l'école parce que je me suis dit pourquoi la stagiaire disparue était dans cette école-là précisément, malgré le fait qu'il y avait plusieurs autres écoles dans le pays. J'ai remarqué aussi que la AFE avait seulement 3 lycées français dans toute l'Italie, dont un à Florence, un à Rome et un à Naples. Là, dans le fond, elle avait choisi celui de Florence, donc je vais vraiment vous parler de celui-là. Ce qui est très intéressant dans ce lycée, c'est que les enseignants vont enseigner des fois dans certaines matières, dans certaines périodes, en 2 langues. Donc, ils pourraient parler en italien avec leurs élèves et à la fois en anglais. Donc, ça va vraiment les aider, eux, ensuite, dans les cours d'anglais, à mieux se débrouiller puis à comprendre les mots qui veulent dire la même chose. J'espère, si moi aussi j'y vais, donc ça va être de mettre de l'avant cet enseignement-là, peut-être avec le français et l'italien, ou le français et l'anglais. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait des sorties éducatives, assez de longs séjours, peut-être 4-5 jours. Les élèves partent avec l'enseignant et partent avec leur groupe dans un autre pays ou dans une autre ville de l'Italie. Ça dépend peut-être de l'enseignant ou de l'année, avec le budget. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que les élèves peuvent vraiment apprendre quelque chose de plus signifiant pour eux et le mettre en pratique dans un petit séjour. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que l'enseignement là-bas des arts, de l'italien, du français, de l'anglais, des sciences, de l'histoire et de l'éducation physique, ça va être l'enseignant qui va s'en occuper. Ce qui est différent avec le Québec, c'est que ici, l'éducation physique, c'est jamais l'enseignant qui va avoir ce rôle-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est peut-être de mettre de l'avant l'enseignement par la motricité. Donc, peut-être de prendre un cours d'éducation physique, de faire un sport, mais à la fois d'enseigner quelque chose, de faire un parallèle avec quelque chose que j'aurais appris aux élèves dans un enseignement. Ensuite, les valeurs pédagogiques de cette école-là, dans le fond, et des écoles d'Italie, c'est vraiment que les formations des enseignants, donc elles vont être, ce que j'ai recherché, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elles sont quand même similaires à celles du Québec. Donc, il faut aller à l'université pour avoir un bac pour faire être enseignant. La seule différence, c'est que leur bac à eux vont être de 5 ans au lieu de nous de 4. Et j'ai fait la différence aussi que leur début de stage, donc leur partie peut-être pratique de l'université, va seulement commencer à la 2e année, contrairement à nous que dès la première année à l'UQAM, on fait déjà des stages. Ensuite, leur système d'éducation va être aussi similaire à celui du Québec. C'est obligatoire de 16 à 16 ans. Donc là, nous, c'est 5 à 16 ans. Mais en tout cas, peu importe. Il y a aussi une maternelle. Donc, dans d'autres pays d'Europe, il n'y a pas toujours la maternelle, comme en France. Mais l'Italie valorise aussi la maternelle. Ensuite, l'école primaire, dans le fond, ça va être 5 ans. Nous, là, ça va être 6 ans. Mais dans le fond, c'est toutes des choses qui se ressemblent, mais c'est des petites différences. Et l'école va vraiment être d'une durée de 8 heures à 4 heures tous les jours. Ça, c'est en globalité pour l'Italie. Peut-être que certaines écoles, ça va être différent. Ensuite, ce que je trouve très intéressant dans les lycées français, particulièrement le lycée français Victor Hugo de notre stagiaire disparu, c'est qu'il y a beaucoup de services aux élèves dans l'école. Un d'entre eux, c'est vraiment les activités parascolaires qu'on va appeler ici. Là-bas, ils appellent ça périscolaire. Donc, c'est un terme utilisé différent, mais ça veut dire la même chose. Les bibliothèques, l'aide aux devoirs, il va avoir accès à des périodes de yoga, la garderie, apprendre l'espagnol, apprendre plus sur la culture chinoise aussi, les arts plastiques, l'échec, la musique, l'escrime. Donc, c'est assez beaucoup de diversité. Donc, c'est vraiment accès à des programmes propres à leurs intérêts. Ça, je trouve ça vraiment bénéfique. Puis important aussi de ne pas toujours négliger ça pour les enfants. Ensuite, ce qui est vraiment propre aussi au lycée, donc les enfants qui vont dans les lycées sont peut-être plus aisés, contrairement aux autres classes du pays. Donc, la cantine est accessible à tous les enfants. J'ai remarqué aussi en faisant les recherches que le menu est très diversifié, varié pour peut-être tous les styles d'alimentation. Donc, toujours un menu végétarien et il y a un menu qui est composé des principales
les principaux aliments nécessaires pour les enfants. Donc, c'était très bien de ce que j'ai remarqué. Je vais vous parler vraiment avec les recherches que j'ai faites. Je vais être honnête avec vous. Là, je vous ai fait un résumé, mais ça m'a donné le goût, moi aussi, de partir à la recherche, moi aussi, de la stagiaire directement à Florence et donc de m'inscrire au programme. Donc, maintenant que j'ai ma réponse, je vais un petit peu vous dire, moi, mes défis par rapport à aller à Florence. J'en ai plusieurs. Donc, le premier, c'est vraiment la langue. Je voulais valoriser un pays qui parlait espagnol, mais comme les derniers voyages que j'ai faits, c'était vraiment des pays qui parlaient espagnol, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais me donner un défi d'apprendre une nouvelle langue. Là, maintenant que j'ai ma réponse, je vais vraiment essayer le plus possible de prendre des cours d'italien. Parce que je pense que ma communication va être plus facile si je maîtrise les bases de l'italien, même dans la ville, mais aussi avec les enseignants et avec les élèves. Donc ça, c'est un plus que j'aimerais aller chercher pour être plus autonome, me sentir mieux aussi à long terme, là, vu qu'on part quand même longtemps. Ensuite, je vais devoir m'adapter à la culture. Selon moi, je pense pas que ça va être un défi en tant que tel pour moi, mais peut-être les premiers jours, premières semaines, de vraiment essayer de comprendre que je suis pas au Québec, puis c'est des choses qui vont être différentes. Mais une des raisons pourquoi on fait ce stage-là, c'est pour vivre ça. Donc c'est comme un défi, mais pas en même temps un défi. Ensuite, j'ai choisi la ville de Florence parce que c'est pas la plus grosse ville de l'Italie. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai valorisé Florence et non Rome. Parce que je considère qu'une ville comme trop grosse, quand on voyage toute seule, c'est peut-être pas idéal. C'est peut-être trop gros. Puis de me perdre ou de peut-être pas avoir de lien avec d'autres personnes, je trouvais ça peut-être plus difficile à Rome. Donc, Florence, c'est peut-être plus chaleureux ou plus petit. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour cette ville-là. En fait, en ce moment, le plus gros défi que je pense, c'est vraiment celui de voyager seule. J'ai plusieurs façons ou moyens pour peut-être pas me sentir seule tout au long du voyage, mais ça va être ça vraiment que je vais devoir miser, travailler fort pour pas toujours me sentir seule, même si je suis la seule à aller dans cette ville-là. Le premier que je vais essayer de faire pour relever ce défi-là, c'est vraiment d'habiter avec d'autres personnes. C'est sûr que je vais pas me prendre un appartement seul, donc avec les anciennes stagiaires qui l'ont fait, j'ai remarqué qu'il y avait la possibilité des fois de cohabiter avec 6 autres personnes ou d'avoir une cuisine commune puis nos chambres à côté. Donc ça, c'est quelque chose que je vais m'informer, je vais regarder pour savoir si c'est possible moi aussi de faire ça. Déjà là, les contacts sont plus présents quand on habite avec d'autres personnes, les ressources, si jamais j'ai besoin d'aide. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Sinon aussi, avec les filles qui l'avaient fait les autres années passées, j'ai entendu dire et elle m'avait laissé savoir qu'il y avait la possibilité d'habiter aussi dans des familles. Donc, les enfants, les élèves qui vont à l'école, des fois, les parents offrent d'habiter à la maison. Et souvent, c'est en échange de tutorat. Donc, ça aussi, c'est une façon pour moi de vraiment m'approprier la culture. Donc, si je vais vivre dans une famille, je trouve vraiment que ça va comme compléter mon expérience là-bas. Je pense peut-être pas le faire tout le long de mon séjour, mais c'est sûr qu'une partie, c'est vrai, ce serait vraiment intéressant de faire ça et de vivre dans une maison typique. Ensuite, le dernier aspect pour vraiment pallier à mon défi, ça va vraiment être de me garder active. Donc, d'aller visiter la ville, d'aller visiter les autres villes aux alentours quand je vais avoir le temps, idéalement. Et de prendre peut-être des routines d'aller marcher, de toujours faire un certain parcours, d'aller voir s'il y a des places pour m'entraîner, pour continuer mes habitudes du Québec. Peut-être pas en aussi grande quantité, mais de conserver quelque chose comme aller nager, aller courir. Donc, des choses qui sont importantes pour moi, mais de continuer ces habitudes-là là-bas pour pas recommencer à zéro, quelque chose de nouveau. Alors, c'est principalement les défis que j'avais pour mon stage en Florence. Mais selon moi, puisque je vais bien essayer de pallier à ces défis-là, je pense que ça va bien se passer. Alors, voilà les filles, j'espère que je vous donne le goût, vous aussi, d'y aller. Alors, on se revoit à notre agence pour continuer de parler de tout ça. Merci!